Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 73e clé qui s'intitule les énergies. Alors il s'agit du deuxième volet, on a déjà parcouru une première partie, une première vidéo, cela étant elles sont quand même, on peut les voir indépendamment. Alors aujourd'hui on va aller un peu plus loin que ce qu'on a déjà vu dans la première vidéo. Comme je l'ai mentionné aussi, ça s'intègre dans un concept global de 4 piliers que j'ai intitulé les mondes invisibles. Donc dans un premier temps, les énergies, dans un deuxième, l'au-delà, et dans un troisième, la notion des égrégores, des archétypes, etc., des formes pensées en quelque sorte, et puis un dernier sur les extraterrestres en quelque sorte, avec une vision un peu plus élargie et voilà, un peu avec des perspectives globales, culturelles, mais aussi quels sont les points de la science aujourd'hui en matière on va dire, d'ouverture de conscience, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la fois dernière? On a vu en fait, en gros, pour tout résumer, que tout est énergie. C'est pas moi qui le rappelle, mais c'est Tesla, le grand scientifique, qui le rappelle et qui disait, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, réfléchissez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Pour lui, il résume tout à cela. Au-delà, ce qu'on a vu, très important, la matière tangible telle que nous la connaissons n'existe pas en tant que telle. Ce n'est que de l'énergie, des vibrations, et parce qu'elles sont en basse vibration et donc avec une notion de densité, de notion de tangible, eh bien ce n'est qu'une illusion en quelque sorte. C'est pour ça que Einstein avait dit également, il n'y a pas de matière, ce que vous avez appelé matière, c'est de l'énergie dont les vibrations ont été largement baissées pour être perceptibles à nos sens. D'accord? Et voilà, donc ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que tout est énergie, que ce soit dans la nature, que ce soit vous en tant qu'être humain, vos organes et tout vibre à travers l'énergie. Alors, c'est ce qui nous anime, en fait, l'énergie, c'est ce que nous produisons et ce qui, en retour, nous alimente également. Donc, il y a une notion, ce qu'on va voir aujourd'hui, de résonance, de vase communicant, en quelque sorte. Alors, voyons justement aujourd'hui cette perspective micro et macrocosmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire micro, macrocosmique? Micro, ça veut dire l'environnement, enfin c'est le petit normalement, microscopique, comme un microscope, hein, c'est simple. Mais la dimension micro, la résonance microscopique et macroscopique, donc micro, ce serait votre environnement proche. Et macro, ce serait à l'échelle des planètes, des nations, des pays, etc. D'accord? Donc c'est ça là. Et donc la résonance, c'est quoi en fait? C'est le principe de la table d'émeraude, hein, de l'hermétisme, de l'alchimie, etc. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors pour la faire assez simple, c'est le principe, si vous connaissez un petit peu la biologie, dans votre génome, votre patrimoine génétique que vous avez, donc vous l'héritez des parents, enfin de la famille, mais chaque gène contient l'intégralité de votre ADN. D'accord? Donc ça veut dire que le pattern, le schéma, se reproduit dans chacune de vos cellules, dans chacun de petits fragments que vous avez à l'intérieur. C'est comme si, donc c'est pour ça que avec les empreintes, etc., on peut retrouver quelqu'un. C'est pour ça que, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant cette notion de se dire en fait, oui, qu'il y a un impact global. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, comme on l'a vu sur l'épigénétique, si vous pensez d'une certaine manière, eh bien vous allez impacter votre ADN et l'intérieur de toutes vos cellules par le même biais. On verra ça aussi sur les notions d'égrégore. J'en ai déjà parlé, mais un égrégore, c'est quoi? C'est une forme pensée en quelque sorte. Bon, pour la faire simple, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vous émettez des énergies, comme des condensations, des petites gouttelettes, pardon, et vous alimentez au début. Quelqu'un va penser à ça. On va tous adhérer à une sorte de nuage en apportant notre petite vibration de gouttelettes. Et puis au bout d'un moment, ça va prendre forme en quelque sorte, hein. C'est de l'informe qui va prendre forme dans la matérialité et un petit peu comme si ça se condensait comme un nuage et à un moment il va y avoir de la pluie. Et donc, c'est une métaphore bien entendu, mais nous nourrissons les égrégores en retour nous nourrissent. D'accord? Donc ça veut dire que positivement, négativement. Si on est dans un schéma où rien ne fonctionne, tout va partir en couille, eh bien, on sera en quelque sorte dans cette loi d'attraction, on sera assouvi, on va dire, de notre vibration. Donc on attirera à nous un des schémas parmi probablement tant d'autres. Ça, c'est ce qu'on verra aussi dans la notion des différentes réalités parallèles du futur. Alors, voilà un petit peu pour cette notion de résonance. Alors,
À l'échelle macrocosmique, on va dire des États, etc., si vous analysez depuis l'histoire depuis la nuit des temps, quand on analyse que ce soit un chef d'État, les grandes familles qui tiennent les rênes du pouvoir, etc., qu'est-ce qu'ils cherchent? La plupart du temps, bon, ils cherchent-ils plus d'argent? Ben, bien souvent, ils pourraient même pas avoir plusieurs vies pour tous les délapider. Donc c'est pas vraiment ce qu'ils cherchent en fait. C'est la plupart du temps, c'est une soif en fait de suprématie, de pouvoir en quelque sorte, et de mainmise énergétique également. Mais pas dans le sens les réserves de pétrole et autres. C'est aussi d'avoir un certain pouvoir, une emprise sur je dis pas tout le monde, hein, c'est pas ça, mais à travers l'histoire, ça a souvent été comme ça. Ça a été la dynamique quelque part de l'évolution humaine. Ça a été beaucoup animé par cette notion énergétique, en quelque sorte, de suprématie, mais que ce soit dans les hégémonies européennes de la colonisation, l'hégémonie américaine, l'hégémonie actuellement de plus en plus forte chinoise, etc., avec les instituts Confucius, etc., je pense certains sortir plein. En fait, ça a toujours été une forme de volonté d'élargir en fait son rayonnement, et de là implicitement aussi cette notion de pouvoir et donc d'énergie. Alors, quand on regarde les quêtes des ressources, les nations du monde entier se battent depuis la nuit des temps pour des ressources, à travers les guerres, la colonisation, des luttes de pouvoir, des alliances, etc., etc. Et si vous regardez, toutes les luttes de pouvoir sont des luttes de ressources à la base, et donc in fine d'énergie. Donc ce sont des batailles énergétiques en quelque sorte. L'ancien et l'actuel paradigme, il est basé sur la rareté, d'accord? Donc ça, on touche un point essentiel au niveau de notre période actuelle, parce qu'on est en train de... tout était basé sur la rareté. C'est le principe de l'offre et la demande. Hein. Si vous avez profusion, je sais pas, de l'or, parce qu'on peut en déterrer dans son jardin, le cours il s'écroule, d'accord? Ça vaut plus rien. C'est la rareté qui a fait que. Alors c'est toutes les limites de notre système économico-financier. Ça, j'en ai parlé dans pas mal des approches, on va dire tangibles. Hein. Je veux dire, je donne aussi des cours de finance en bac plus 5, donc des MBA et autres. Et bon, c'est rationnel, hein, c'est une analyse systémique, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout fait sens. On a besoin de comprendre tous ces schémas, en fait, que ce soit économico-financier, etc., sociologique. Toutes ces références nous permettent d'avoir une vision holistique. Sinon, comme je vous ai expliqué très souvent, eh bien, c'est comme si, j'en sais rien, il y en a un qui s'occupe de passer les vitesses, il y en a un autre qui s'occupe du volant, etc. C'est cacophonique. Donc, c'est intéressant d'essayer d'élargir ses perspectives par rapport à tout ça. Mais donc, aujourd'hui, on est dans un schéma où il tendrait à manquer des ressources. Donc, c'est pour ça que ça risque d'être un peu plus problématique, parce qu'en plus, on est plus nombreux, etc., etc. Donc, il va falloir sortir de ça. Il va falloir sortir, comme disait Einstein, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Je la refais. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. C'est-à-dire qu'on est obligé, ce que je dis à chaque fois, think out of the box. Penser au-delà de la boîte, du carcan, en fait. Donc, c'est super, en fait. Soit c'est une réinitialisation lumineuse et on se dit, eh bien, nous avons l'opportunité de redessiner un nouveau monde basé sur, oui, non plus de la rareté, mais de l'abondance, etc., etc. Ça veut dire aussi rationaliser peut-être un peu plus ses besoins. Est-ce qu'on a besoin des garde-robes de 365 paires de vêtements? Je ne suis pas sûr. Etc., etc. Est-ce qu'on a besoin de faire des stations de ski dans le désert? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a besoin du Wi-Fi au milieu, je sais pas, de l'Atlantique? Je ne suis pas sûr. Etc., etc. Évidemment, toutes ces questions, vous avez les réponses à l'intérieur de la question. Donc, mais c'est intéressant aussi dans cette allons plus loin. Les énergies fossiles, il faut savoir que c'est quoi des énergies fossiles concrètement? Eh bien, en fait, ce sont, quand on étudie la géologie, c'était ma bête noire en terminale, j'ai fait un bac scientifique. Je détestais ça, les strates géologiques, et d'ailleurs, je suis tombé au bac sur les strates géologiques. Enfin bon, il y a une autre histoire, elle a été dit juste ça. Donc bon, alors pour la faire simple, en fait, ce sont les superpositions du passé. En fait, c'est du passé, c'est le passé de la Terre, en fait. C'est comme des couches avec les sédiments, etc., de l'humus, etc. C'est-à-dire, vous avez, j'en sais rien moi, un cadavre d'oiseau, un chat, etc., etc. Mais il y a un moment, il va être en putréfaction, de là,
eh bien, en fait, ça fera du sédiment, etc., etc. Et puis ça augmente en fait les strates. Ce sont vous avez du Jurassique, vous avez du Crétacé, etc., etc. Enfin, ça en fait trop poussé scientifiquement, mais eh bien, en fait, ça, c'est les mémoires de la Terre. Ça veut dire que votre pétrole, ça n'est autre que des résidus de fossiles, c'est-à-dire de coquillages, etc., etc., de millions d'années, etc. Ce qu'on brûle aujourd'hui, eh bien, c'est une purification aussi de nos mémoires cellulaires, en tendant de Gaïa, en quelque sorte. Alors, sans la faire trop percher dans les nuages, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un côté positif à ça aussi, c'est que, alors je suis pas en train de dire c'est génial, comme ça on pollue, etc., et on brûle. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que à tout malheur, bonheur est bon, c'est-à-dire on est en train de transmuter, même à cette échelle-là, même, et si on en a plus, bah, on trouvera d'autres choses, hein, il faudra bien, pour être un peu poli, être créatif, on va dire. D'où tout cet élan que j'ai à travers l'enseignement, enseigner la créativité. Pourquoi j'ai créé cet ouvrage de récréation? Alors, je me suis éclaté à l'écrire, évidemment. 125 clés pour être créatif. Pourquoi? Parce que c'est quand on parle du nouveau paradigme, ah oui, génial et tout, mais il faut pas que ce soit perché, il faut que ce soit concret. C'est-à-dire que enseigner la créativité me semble être la base. C'est comme si, moi j'explique toujours à l'orphelinat, je leur dis, bah oui, je les subventionne de temps en temps, etc. Mais je leur dis, enfin, encore une fois, on en vient toujours à cette vision confucienne, plutôt que de donner un poisson à un homme qui a faim, apprends-lui à pêcher. Enseigner la créativité nous permettra, et je parle au futur, parce que je suis convaincu, nous permettra d'avoir de la matière grise et non pas de l'or noir, c'est-à-dire dans une société peut-être durable, hein, sustainable economy, et avec une croissance perpétuelle, avec des ressources épuisables, etc., etc. C'est un non-sens. Alors que la plus belle ressource que nous pouvons avoir, eh bien, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de trouver des nouvelles solutions. Et là, quand on commencera à rentrer dans cette vision-là, eh bien, on rentrera dans l'abondance parce qu'on trouvera des nouvelles solutions, plein de choses. Si les pays comme, par exemple, la Corée, qui est économiquement, je crois, 10e au monde, ils sont 50 millions, un peu plus, 52 millions, je crois. Ils ont beaucoup investi là-dedans. Des pays comme, d'autres pays comme tels, ils ont beaucoup investi dans la recherche et le développement à travers ça. Alors, vous allez me dire, c'est que scientifique, je suis d'accord. Mais si on commence, quand je parle d'écoles du futur, des écoles évolutionnaires, comme je les appelle, avec un R, toujours école révolutionnaire, mais parce qu'en fait, il y a toute une métaphore dedans. C'est quoi en fait? C'est justement de faire de la transdisciplinarité. C'est pas perché, hein, c'est pas New Age, c'est du pragmatisme. Tout ce qu'on voit, j'espère que les gens le considèrent comme tel, vous comprenez comme tel, c'est que peut-être certains se disent « Ah, mais c'est décousu », parce que c'est une vision, en fait, très, comment dirais-je, c'est amplificateur et aussi c'est transversal. Donc c'est un peu difficile pour certains à suivre, mais encore une fois, on peut pas, en fait, on peut extraire, en fait, si vous voulez, ces visions-là, et à l'échelle globale, c'est important de comprendre chaque pièce du puzzle, chaque composant d'une machine, un système électrique par exemple, et de comprendre l'orchestration à l'intérieur de ça. En fait, de comprendre chaque individualité et de comprendre comment il s'orchestre à l'intérieur. Donc, et ça permet notamment de solutionner les problèmes. Bon. Petit aparté. Mais voilà, dans ce futur, dans ce nouveau paradigme, donc la 4D, 5D, machin, oui, ça sera basé sur l'abondance, sur l'énergie libre. Mais moi, j'ai toujours posé cette question, est-ce qu'on était prêt? Est-ce qu'on est prêt à avoir cette énergie libre aujourd'hui? Eh bien, quand vous voyez, je vous dis qu'on fait des... je sais pas, on fait des clims... bon, Coupe du Monde et autres, mais oui, des stations de ski dans le désert, au secours, quoi. Tous ces trucs-là, est-ce qu'on est prêt? On est prêt à avoir... c'est comme si vous donniez, je sais pas, un petit... l'argent de poche au gamin, mais vous lui donnez, je sais pas, il a 5 ans, et vous lui donnez, je sais pas, 10 000 balles par mois. Ça n'a pas de sens. Il va s'acheter quoi? Des tonnes et des tonnes de bonbons, de conneries. Donc
mais je m'inclus à l'intérieur de ça. Sommes-nous assez matures? C'est ça en fait. La spiritualité, cette ouverture aujourd'hui, elle se doit être davantage qualitative que quantitative. C'est-à-dire que oui, il faut que nous sommes invités à maturer, à se maturer, c'est-à-dire à passer à l'âge adulte, parce qu'on est beaucoup à être encore des mômes. Et les gamins capricieux parfois. Je m'inclus dedans quand je vous dis ça. C'est pas, je me prétends être, pas du tout. Mais ça c'est intéressant. Donc ça c'est les travaux de Tesla il y a un an. Alors il y a un siècle. Alors JP Morgan, etc. Pour des raisons, vous vous doutez bien que c'est plutôt gênant. Hein, sur c'est toute la base en fait de notre système qui se voit ébranlé parce que on a la notion de rareté. Donc l'abondance veut dire que tout est accessible à tout le monde. Et si l'énergie est accessible à tout le monde, eh bien ça veut dire que ça pète l'économie du marché, la dynamique du marché. Donc c'est pour ça que JP Morgan a arrêté de financer Tesla, c'est pour ça que son laboratoire s'est vu défoncer, etc. etc. Il y a dernièrement le moteur avec Cordier, Jean-Claude Cordier, il aurait été approché justement par son brevet et il l'a déposé à l'INPI, l'Institut de la propriété intellectuelle. Il a été contacté par le gouvernement du genre non mais en fait c'est secret défense votre truc, d'accord, mais donc je peux pas l'utiliser et en parallèle donc ça veut dire que vous l'avez à disposition a priori et vous n'avez pas envie de le partager un peu quand même. Bon bref, je veux pas aller trop loin dans cette idée parce qu'elle est forcément controversée, mais la question, je répète, sommes-nous prêts? C'est ça le truc. Est-ce qu'on est prêt? Et encore une fois, je suis pas en train de dire, c'est pas de l'élitisme ce que je fais. C'est que je pense qu'il va, du même ordre, moi je vous dirais, j'ai toujours considéré que les extraterrestres nous observaient et qu'ils se disaient, bon, on commencera peut-être à se manifester en quelque sorte quand ils auront arrêté leur jeu puéril de guerre et toutes ces conneries qui sont des non-sens, mais à n'importe quel gamin hypersensible, eh bien il ne comprend pas ça. Il se comprend pas les jeux des grands. Ils sont complètement ridicules. D'où cette grande phrase de Krishnamurti qui disait « Ce n'est pas un gage de bonne santé que se sentir profondément intégré dans une société profondément malade. » C'est pas un gage de bonne santé que de se sentir intégré dans une société profondément malade. Eh bien, ça ne veut pas dire on s'en détache et on fait du peste et on n'est pas content, machin, etc. C'est pas ça. Hein. C'est une opportunité pour définir ce que l'on veut. Et encore une fois, je vous invite vraiment lourdement à méditer sur tout ça. Alors la dimension microcosmique, c'est une lutte individuelle. C'est-à-dire à l'échelle de nos vies personnelles, eh bien, ce sont des luttes de pouvoir, ce sont des luttes d'énergie. De conquête, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans les carrières. Mais j'ai passé 7 ans multinationales. Ouh là là, j'ai bien eu hein, les dents longues à l'école des vampires, dans la grande distribution, etc. J'ai admiré la mascarade des masques de la personnalité de chacun à travers la carrière. Mais ça a été extrêmement initiatique. Je dis pas ça par sarcasme, un petit peu quand même. C'est fascinant. C'est fascinant comme le système de Frankenstein peut créer aussi des bêtes humaines et des bêtes immondes aussi. Alors que les gens sont parfois, au demeurant très sympathiques, quand on enlève les gants de boxe et qu'on est passé au-delà de la négociation, eh bien, on va boire un coup le soir, etc., on refait le monde, eh bien, on se rend compte qu'il y a une schizophrénie qui s'opère, qui s'installe. Ça, c'est super admirable, c'est super intéressant. Mais analyser, que ce soit dans les carrières, en politique, etc., c'est toujours cette notion de lutte d'ego. Et de celui qui pissera le plus loin, le dernier mot, les débats stériles que l'on peut voir sur les réseaux sociaux et tout. Oui, non, je valide, je vous le fais à chaque fois. La plupart du temps, c'est que des luttes d'énergie, en fait, de pouvoir. Je ne peux pas te concéder, ah, t'as peut-être raison, mais j'oserais pas te le dire. Je vais pas te dire, ah tiens, ouais, t'as peut-être raison, j'ai peut-être dit une connerie. C'est quoi cette honte de pouvoir potentiellement s'être trompé ou d'accorder à l'autre, c'est même pas lui concéder une énergie, c'est de lui dire, bon, écoute, ouais, peut-être j'ai pas la même perception, perspective, ou je me suis trompé, ça arrive, etc., etc.
Mais à l'intérieur des familles, vous avez toujours son orchestration, les archétypes, c'est-à-dire le patriarche, le vilain petit canard, le rabat-joie, etc., etc. Vous l'avez, c'est ça, ce sont des luttes d'énergie en fait. Dans le couple, celui qui a l'ascendant, la notion de possession, ok, j'ai un amour exclusif par exemple, je suis très jaloux, ou je sais pas, je parle pas de moi là, hein, bien entendu, mais dans l'amitié, celui qui est plus le soumis, la victime, le profiteur, etc., etc. Il y a toujours ces archétypes qui sont des rayonnements énergétiques, toujours. Hein. Le chef, l'organisation de la collectivité, vous regardez, même en vacances, quand, ou je sais pas, des petites épreuves, vous faites des jeux, il y aura toujours le leader, il y aura toujours le suiveur, etc. Il y aura le mec qui est plus... Et tout ça, ce sont des énergies humaines qui s'établissent en fait, de fait, de gré ou de force en quelque sorte. Mais si vous voulez, vous l'avez quand on dit les pervers narcissiques ou les gens toxiques, ce qu'on appelle les energy vampires. En anglais, c'est les vampires d'énergie, littéralement. Des gens toxiques qui se nourrissent de vos fréquences. Et en fait, ils vous sucent littéralement. C'est des sangsues. C'est ou le complexe de Calimero. Calimero, c'est quoi? Oh, quand la vie est trop injuste. Et bon, ça peut arriver à tout le monde. Et on file un coup de main, on aide, etc. Mais il y a des gens qui se complaisent. C'est horrible ce que je vais dire, et je m'en excuse. C'est pas moi qui se complaisent inconsciemment dans une forme de scepticisme et parce que pendant 20 ans, 30 ans, et je vous parle en connaissance de cause, parce que je dois avouer aujourd'hui que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais dans un spleen, c'est-à-dire une forme de nostalgie romantique, etc., du Bellé, Baudelaire, machin. Oui, mais c'est vachement agréable en fait. Il y a un côté super. J'écoutais du Brassens, j'écoutais du... je me suis fait tous les trucs que j'écoutais quand j'étais môme. Mon père mettait ça les dimanches, et dans le Nord, il fait quasiment toujours moche. Et j'avais juste envie de me tirer une balle. Et puis en plus, il y avait les devoirs, j'aimais pas l'école. Enfin, vite ta vie de merde, quoi. Mais quand j'étais môme, je me sentais pas bien dans mes pompes, en fait. Et mais en fait, je me rends compte avec le temps, c'est vrai parce que je veux dire, mais j'adorais être dans cet état-là. Parce qu'il y a un côté, oh la vie, j'aimais bien être différent, me considérer comme différent, me marginaliser aussi, j'adorais. Parce qu'il y a un côté rebelle aussi, un côté, ouais, moi j'ai un cœur, etc., je suis hypersensible. Donc, mais il y a un côté, en fait, on aime bien ce côté aussi-là. Je sais que c'est difficile, mais c'est une propre analyse que je partage. Je dis pas que tout le monde est comme ça, tout le monde se complaît. On a tous des moments où on baisse les bras, on est plus fatigué, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que, eh bien, il faut faire attention à des gens qui vous, littéralement, vous suceriez, comme des sangsues, votre énergie, etc. Parce que il y a un moment, si c'est tout le temps, et si c'est leur seconde nature et qu'ils se sont identifiés à ça, eh bien, vous pourrez rien faire, et puis il y aura une dépendance qui va s'établir, parce qu'à chaque fois, on reste dans le schéma archétypal du triptyque, du sauveur, de la victime, et du bourreau, en fait. Alors que, ça, j'en parle dans La dictature du bien, et à un moment, je fais dire au personnage, eh bien, il est peut-être temps de sortir aussi de ce carcan-là, de ce triptyque. Qui vous dit qu'on peut pas en inventer d'autres? Qui vous dit qu'il n'y en a pas d'autres? Alors, au début, il lui suggère, ouais, la victime, le bourreau, le sauveur, le miroir. Je l'explique dans le bouquin ce que ça veut dire. Le destructeur, le pacificateur, le transmuteur, pardon. Oui, c'est transmuter, mais c'est un néologisme. C'est le fait de transmuter. Et un dernier, le 8e pour la route, l'absoluteur, c'est-à-dire l'absolu, le grand tout en quelque sorte. Je vous invite à réfléchir sur ces 8 axes. Mais l'ego, en fait, on en revient toujours, j'en ai parlé bon nombre de fois, et je vous invite, si vous voulez pousser à approfondir, c'est la clé 9 sur l'ego. J'en parle beaucoup dans le bouquin aussi. C'est comme un trou noir. En fait, j'aime à dire, l'ego est tel un trou noir. Certes, c'est lui au centre de nos existences qui, par son attraction et répulsion, permet la stabilité de la vie, mais peut aussi, s'il est mal géré, absorber tout sur son passage vers le néant. C'est de la physique, ça, en fait. Un trou noir, c'est ce qui crée la dynamique, en fait. C'est ce qui attire sur son passage, mais qui permet la force. C'est une force centripète et qui engendre une force centrifuge d'expansion, en fait. Donc, c'est pas négatif en soi, mais c'est comme l'ego. Quand je dis, regardez, sociologiquement parlant, c'est super fascinant de voir dans une société ou dans une orchestration, quelle que soit associative et autre, le petit chef, le leader, etc. Mais il y en a toujours, et il en faut aussi, des leaders, des suiveurs, etc. Des gens qui sont plus... Mais
quand je dis ça, je vous conjure que c'est quand cette phrase des Vedanta trouve la place qui est déjà la tienne dans son poumon cosmique, parce qu'on est une alvéole, eh bien, il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que j'essaie toujours d'enseigner quand je fais coaching de vie, en quelque sorte. Je donne, c'est la maïotique, c'est donner des outils pour se développer soi-même, se déployer soi-même, mais trouver sa place. Ça veut dire que il n'y a pas de honte si tu aimes être artiste, bah, sois artiste. Si tu veux être artisan, sois artisan. Il n'y a pas des bonnes professions et puis on se sent mal dans ses pompes. Moi j'en ai connu, hein, des gars qui gagnaient, qui avaient des super jobs, des super responsabilités, ils étaient pétés thunes. Bah, ils étaient ce que j'appelais des esclaves modernes parce qu'en fait ils n'étaient pas épanouis. Donc c'est bien beau, ils se pétaient la santé, etc. Et puis à 60 balais, alors lisez La mort trait d'union avec l'éternité. Il y a un passage où son fils défonce son père. C'est le directeur financier de PAM, Pont-à-Mousson. Et il lui met dans la gueule, mais un truc, il a 70 ans, il vient d'avoir une attaque, et il lui dit, mais ta vie, enfin, il lui fait 15 minutes, je crois, de... Ben, il vient d'Inde et tout, le gamin. Et bon, bref, il commence à le titiller sur des choses, sur l'Inde et tout, et le mec, il pète un câble, il y a un déluge émotionnel, et il lui met tout dans la gueule. Il lui dit, mais t'es un esclave moderne, t'es femme trophée, là, t'es pouf et tout. Mais il le défonce. Et en fait, dans cet archétype, c'est pas une personne, je la connais pas, mais j'ai concentré toute cette mascarade de notions de carriérisme de ces gens que j'ai vus défiler, que j'ai vus passer dans notre centre de bien-être et tout à Bali, ou bien dans ma carrière, qui avaient les dents tellement longues et qui avaient rempli toutes les petits cacasses, mais qui se sentaient littéralement vides à 50, 60 ans ou autre, en ayant l'impression d'avoir loupé sa vie, alors que les critères de la société moderne qui nous imposent les schémas, les archétypaux de la belle bagnole, le machin, la femme trophée ou l'homme trophée, ça marche aussi. Mais c'est pas ça qu'apporte le bonheur. C'est pas ça qu'apporte l'unité. Bon, à bon entendeur, je pense que vous aurez bien saisi. Mais c'est intéressant d'analyser les égos parce que je vous dis, il y a même un passage justement dans Paradis artificiel. Je fais 20 minutes de simulation avec les réseaux sociaux où le mec poste un truc sur l'ego. Et il se veut grand chevalier, détaché de l'ego, etc. Sauf qu'il va se faire défoncer, et plus il va remettre des choses, et plus il va rentrer dans un ego spirituel aussi. Et à la fin, il va les défoncer, et du coup, il aura, sans dévoiler le truc, mais il aura créé exactement la même frustration que ce qu'il dénonce, quelque sorte. Donc il n'est pas au-delà de l'ego, et on n'est jamais au-delà de l'ego. C'est-à-dire qu'on peut avoir une conscience lumineuse, détachée, ponctuelle, mais on en revient toujours à notre jeu de rôle, J-E-U, jeu de jeu. Et c'est fascinant, parce qu'on ne fait que ça, ça va, ça vient, ça fait... Non mais sérieusement, en fait, c'est pour ça que c'est sans fin, ce fameux, que je vous répète à chaque fois, quand je suis tu, avec une majuscule, tu n'es plus, quand tu es, je ne suis plus. Soit vous laissez Dieu s'exprimer et vous êtes enthousiaste, vous êtes traversé littéralement par le divin, ou bien vous êtes en mode je. Répète un maximum de fois, si tu veux me ressembler, répète un maximum de fois, c'est le diable qui rencontre un homme, c'est un proverbe soufi. Bon bref, continuons, je pense que l'ego, on en a déjà pas mal parlé, allons plus loin. En fait, ces notions de vase communicant, je vous ai dit, l'entourage ne constitue que des transferts d'énergie. C'est-à-dire, comme des vases communicants, alors certaines personnes vous tirent vers le haut, parce que elles sont lumineuses, donc mais on en a tous connu. Justement, pourquoi l'enseignement me plaît autant, la transmission, parce que j'ai subi, que ce soit dans l'éducation, alors vieille tante et tout, elle me regardait tout le temps comme un débile et je faisais que de la merde. Et une prof, pareil, c'était, j'en ai eu plusieurs comme telle, elle m'aimait pas, etc. Et donc du coup, en fait, c'était très dur. En fait, c'est donner de l'énergie. Alors moi, je l'ai accepté aussi. J'ai accepté parce que si j'avais dit non, je suis pas une merde, je suis pas associé. Mais le fait de l'avoir inconsciemment accepté, en fait, son regard était une co-création que j'acceptais encore une fois. Mais c'est triste en fait parce que quand je pense à tous, j'ai une tendresse particulière pour tous ces gamins dont j'ai failli être. Comment dire? Qui est pas dans un mode opératoire de
d'éducation, moi je me faisais chier à l'école, mais d'une force, et en plus les modes d'enseignement ne me convenaient pas. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, ça ne me convenait pas. Donc, et j'ai failli basculer. J'ai failli basculer, je vous ai dit à 18 ans, jusqu'à vouloir me foutre la gueule en l'air. Et pourquoi j'ai une tendresse particulière pour tous ces gamins qui sont, parce que je sais, ou les gamins des banlieues, etc., je sais qu'on peut canaliser les gens. On peut, dès lors qu'ils ont trouver, c'est ce que je fais à l'orphelinat. Les gamins, quand il dit moi je veux être serveur, et puis je vais pas lui dire c'est un taf de merde. Il est trop content, il veut être serveur. Et ben sois serveur. Si ça te fait plaisir, et donc en fait de donner toutes les cartes, toutes les clés pour que les gens puissent s'émanciper, pas en fonction de ce qu'on veut nous, mais c'est ça pour moi un élève. C'est quelqu'un c'est s'élever. On l'élève. Pas dans le sens, on est un dictateur, mais on l'aide à s'émanciper. Et je vous invite à regarder la clé 46, je sais qu'elle plaît pas énormément, pour moi c'est une des meilleures, mais bon, l'éducation ça fait partie encore du nouveau paradigme, hein, j'insiste lourdement. Alors, je vous dis, les gens nocifs, etc. Mais en fait, si vous voulez, quand je dis des vases communicants, je vais vous donner un exemple. C'est lundi soir, c'est en plein hiver, vous devez aller au sport, vous avez eu un week-end bien arrosé, et vous dites, vas-y, il faut que je me motive, mais j'ai pas de force du tout, faut que je me motive pour aller à la salle de sport, ou j'aille courir pour virer toutes les toxines, et vous avez pas du tout d'énergie. Et puis finalement, par miracle, vous vous dites, bon allez, on se bouge le cul, on y va, ça me fera du bien. Et comme par miracle, donc vous aviez quasiment pas d'énergie, et à la fin de votre footing, vous êtes reboosté. Alors elle vient d'où cette énergie? C'est vous qui l'avez activée? D'où elle vient? Question. Vous êtes un peu raplapla. Et puis, un copain vient vous voir, une copine, vous lui remontez le moral, etc. Eh bien, vous n'avez pas puisé dans votre capital d'énergie. Au contraire, si par exemple, c'est de la métaphore évidemment, vous étiez à 50%, un peu comme votre batterie de portable, vous êtes à 50%. On peut s'imaginer que l'autre est reboosté, et donc du coup vous lui avez donné 25%, et lui il est à nouveau à 25%, et vous avez perdu, et vous êtes à 25%. Non, lui il sera à 25%, et vous serez peut-être à 75%. Pourquoi? C'est pas linéaire, mais c'est métaphorique aussi surtout, mais parce que en fait, c'est ça le don de soi, c'est ça que j'essaie de transmettre, la transmission. Quand on aura capté que le partage, la transmission permet de se bonifier dans ses connaissances, et apporte un truc transcendantal. C'est l'une des 4 hormones essentielles du bonheur, ce sont les ocytocines. C'est un putain de shoot. Quand vous aidez des gens, quand vous aidez une petite grand-mère, quand vous aidez un mec, je sais pas, dans la rue qui a faim, ou qui a besoin de parler, quand vous poussez une bagnole parce que le mec il est en rade, etc. Vous vous sentez bien. Eh bien c'est ça les ocytocines. Vous êtes un peu comme shooté. C'est une bonne drogue. Et en fait, c'est ça les vases communicants en fait. C'est ce fait, par exemple, je vous dis, moi il y a des gens qui me perçoivent lumineux, et quand je suis en leur contact, eh bien, je me rappelle la meilleure version de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, c'est pas que je suis un gros con en parallèle, c'est pas ça, c'est que on a des petites baisses de régime tout le temps, et il y a des gens qui sont là pour nous rappeler à nous-mêmes ce que nous sommes de plus beau. Encore une fois, c'est une des traditions africaines, où on ne blâme pas quelqu'un, on l'encercle pour lui rappeler toutes les belles choses qu'il a faites. C'est magnifique ça. Et je vous dis, il y a des gens qui ont ce miracle en fait de faire en sorte que vous avez envie de vous donner. Vous avez envie, c'est ça un manager, c'est ça un leader, c'est ça une personne qui a envie de se donner, que ce soit pour une cause associative, pour sa boîte, moi je me souviens d'un directeur des achats qui, dans une grosse boîte multinationale, qui me rappelait, hein, c'est qui le patron? Ah bah c'est pas vous monsieur le patron, hein, parce que quelqu'un qui rappelle que c'est lui le boss, ce n'est pas lui le boss. Le boss, c'est celui qui n'a pas besoin de rappeler qu'il est le boss. Le boss, c'est comme un sage qui n'a pas besoin de dire qu'il est sage. Il est de facto par sa vibration, par ça. C'est ça en fait. Et donc, paix à son âme, il n'est pas mort, mais ce monsieur était à fond dans l'écho, mais c'était drôle aussi, parce qu'en fait c'était un manque de confiance en lui, donc il fallait qu'il tape du poing sur la table de temps en temps, grosse gueule et tout, boum boum, et ça en fait, c'est ça la transcendance. La transcendance, c'est le fait justement que certaines personnes nous aident à
enfin, c'est des catalyseurs en fait. Et donc pour le bien et pour le d'où, quand je dis ces vases communicants, c'est très important de faire attention. Comment dire de faire attention à son entourage. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous vous entourez uniquement des gens lumineux tout le temps, c'est pas ça. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider les gens, mais il faut faire attention. Encore une fois, moi j'ai eu pensé quand j'étais petit que j'allais vider l'océan avec une petite cuillère, sauf que il y a des moments, il faut accepter qu'on ne puisse pas aider certaines personnes. Et aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Et que faut aussi penser à soi. C'est pas de l'égoïsme. C'est-à-dire, comment voulez-vous relever quelqu'un qui est affalé dans le caniveau si vous êtes déjà rétamé vous aussi? C'est toujours par cet ordre. C'est bien de prendre soin de soi, ça ne veut pas dire #myself, c'est pas ça. Mais prendre soin de ça, ça veut dire déjà, médecin, soigne-toi toi-même. Hein, c'est extrêmement important. Alors, la résonance, j'en ai déjà parlé, la résonance, j'utilisais cette métaphore avec les effets, c'est ce qu'on appelle les effets dominos, hein, l'effet papillon aussi. C'est l'effet boule de neige en fait, c'est un battement de papillon en Orient crée une tornade en Occident. En gros, c'est les petits effets créés de grandes amplifications. C'est-à-dire, vous initiez des projets, eh bien, par votre vibration, par le fait que d'autres en parleront, eh bien, vous, comme disait Marianne Williamson, quand nous, elle n'est pas exacte, hein, c'est pas tout à fait la citation, je m'en excuse, mais en gros, quand on radie, on invite les autres à en faire de même, d'accord? Parce que ça donne envie. Après, sauf si on est vraiment dans l'aigreur, on est dans la jalousie, on se dit connard et tout. Pourquoi lui il est comme ça? Moi j'ai fait quoi pour mériter? Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais ce que je voulais dire en fait, c'est ça la résonance, c'est-à-dire qu'en fait, parce que vous faites quelque chose, parce que vous radiez, parce que vous transmettez des choses, eh bien d'autres en feront. Et vous n'aurez pas les effets directs. Mais ça, c'est pas grave en fait. C'est ça cette idée d'effet papillon, c'est-à-dire que si l'effet papillon, je vais vous dire, je vais donner une règle dans le système économico-financier, c'est ce que je dis tout le temps pour les masters de finance. Je reprends cet exemple, c'est ce qu'on appelle une dimension systémique, un système. Ça veut dire quoi? C'est l'exemple de la Holla. Je reprends toujours cet exemple. C'est né en 1986 à la Coupe du Monde de football au Mexique. En fait, selon la légende, ce serait quoi? C'est un mec qui se lèverait pour voir mieux le but, sauf qu'il empêche les autres de voir au moment où il y a l'action précise, et d'autres en font de même, etc. Donc effet domino, sauf que dans les gradins juste en face, eh bien ils disent waouh putain c'est super bien. Donc ils l'ont réorchestré et c'est devenu la Holla. Et en fait, c'est exactement le même principe dans la bourse, etc., stock market, tout ce qui est les places financières. Eh bien, c'est ça, un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'en fait, un leader d'opinion, Elon Musk ou autre, dit ah bah tiens, ça va marcher. Et c'est pas une autoréalisation, c'est Monsieur Météo en gros. Eh bien, tout le monde va le suivre, donc ça va marcher. Mais à l'inverse, s'il dit bah, mais vous imaginez, c'est pour ça que la notion d'influenceur, mais c'est atroce. Imaginez le poids sur les épaules de ces personnes. Et puis aussi, toutes les conséquences. On peut les spolier, on peut les acheter, etc. etc. C'est dangereux. Mais ce que je voulais dire par rapport à la notion de systémique, eh bien, c'est ça, c'est que si d'aventure quelqu'un, il y a une rumeur, mais c'est ce qui s'est passé pour le crack de 1929, il y a eu des rumeurs que ça allait s'effondrer, donc les gens commençaient à en revendre en masse, etc. Et en fait, le système s'est effondré. Mais demain, ça peut exactement se passer pareil. Ce qui s'est passé en Grèce, c'est à l'échelle d'un pays, mais ça aurait pu se passer pour la simple et bonne raison que l'argent n'existe pas. L'argent fiduciaire n'existe pas. Il y a 5% de l'argent physique. Le reste, c'est l'illusion que les gens ont d'y croire. Alors si les gens veulent un jour récupérer leur pognon à la banque, eh ben elle n'existe pas. Du même ordre que, bon, ça va faire trop technique, mais en 2014, Obama avait refusé aux Pays-Bas pardon, on va y arriver, à l'Allemagne de montrer sa réserve d'or. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Et donc en fait, c'est là où, alors là, on rentre dans des sphères où quand je dis ça aux gamins qui veulent faire de la finance, oui, on est dans un monde complètement, mais c'est plus que les Mayas, la Maya, l'illusion. C'est complètement hallucinant, c'est pour ça que j'ai étudié la finance, parce que je déteste la finance. Et pourquoi j'enseigne? Parce que je trouve ça intéressant. Parce que justement, de mettre en garde aussi. Ça ne veut pas dire que j'ai envie que tout s'écroule. Au contraire, j'ai envie qu'on apporte un peu de philosophie et un peu surtout de rationalité à l'intérieur de tout ça. C'est possible, mais il faut une volonté derrière. Mais ce que je voulais dire par rapport à cet effet boule de neige, eh bien, vous avez un autre exemple, ce qui s'est passé avec la pandémie. Mais les bourses dévissaient
dès mars 2020, alors même qu'on n'avait pas trop de recul sur l'évolution. On ne savait pas si c'était ultra viral, on ne savait pas trop si c'était vraiment, ça allait être comme la peste, etc., etc. Mais les bourses dévissaient. Et pourquoi? Parce que tout a été, je dis pas que on sort de l'idée de il y a une volonté derrière, c'est pas ça. Je voulais dire, c'est que nous avons tous été co-acteurs et co-réalisateurs de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, les bourses dévissaient parce que les médias répandaient, mais en parallèle, il y avait une offre et demande. Tout le monde, tous ceux qui ont explosé leur compteur avec leur chaîne YouTube, qui était à 5000 personnes qui les suivaient, sont tous passés à plus de 100 000 en activant ce levier-là. Vous avez remarqué que je n'en parle pas parce que je ne veux pas faire de la putaclic, parce qu'en plus je ne suis pas habilité à le faire, je n'ai pas envie, etc., etc. Je respecte ceux qui le font, je m'en fous. C'est pas ma. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un effet aussi où les gens avaient peur, donc forcément ils se renseignaient beaucoup, qu'il y avait des lignes éditorialistes à suivre, etc. Donc en fait, c'est une espèce de Frankenstein un golem qui s'est orchestré, ça j'en reparlerai dans la notion des égrégores. Et en fait, on est parti d'un truc, mais encore une fois, c'est comme quand une fausse rumeur d'un crack et les gens commencent à revendre, etc. Et en fait, ça fait un effet papillon qui n'est pas rationnel, qui n'est pas tangible, encore une fois. Alors, si vous voulez, cette notion, je vous l'ai dit, hein, la résonance, si vous voulez, j'ai fait une clé là-dessus, c'est la clé 17. C'est le principe du collier de perles d'Indra dans l'hindouisme, c'est-à-dire que vous avez je sais pas si vous voyez, une toile d'araignée, et en fait, avec la rosée du matin, eh bien, chaque goutte reflète l'intégralité du pattern, du schéma, en fait. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, l'effet papillon, cette notion-ci, c'est que quand on dit tu n'es pas l'océan, enfin, quand Rumi dit tu n'es pas l'océan tu n'es pas, une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, ça signifie que nous contenons l'univers. Ça signifie aussi plus fortement, si nous changeons à l'intérieur, nous aurons un impact sur l'intégralité. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à convertir, etc. les gens chacun a son évolution. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous dis jamais de liker. J'en ai rien. Enfin, c'est pas que je m'en fous que vous le likez. Oui, ça permet le référencement, mais c'est de l'évidence. Tous, la plupart dans les youtubeurs, ils le disent. Mais genre, on prend vraiment les gens pour des abrutis. Si vous avez envie de liker, vous le faites. Je n'irai pas vérifier. Donc, c'est quand même de l'évidence. C'est comme si j'offre un cadeau à quelqu'un, il me dit merci. Bah oui, c'est l'envie, mais il n'est pas obligé non plus. Et je trouve ça tellement infantilisant de dire liker, partager, etc. Bah, je pense que tout le monde est assez mature et intelligent pour savoir que si vous avez envie de le partager, bah vous le faites. J'ai pas besoin de le répéter. Enfin, c'est pour moi ce que je ne l'ai jamais dit. C'est explicite en fait. Et il y a plein de messages subliminaux que je transmets à travers tout ça parce que et j'aurais pitié. Hein. La seule fois où je l'ai fait, c'était dans la clé que je trouve géniale d'ailleurs, la parodie sur les messages des guides. Surtout liker. C'est le truc où putain, on se calme 2 secondes. On a l'impression que c'est une finalité. C'est comme si, pareil, vous avez déjà remarqué, est-ce que je vais faire des facs 4000, 10 000, je m'en fous de ça. En plus, je vais vous dire un truc, ça veut un peu rien dire parce qu'il y a plein de gens qui en achètent. Et puis, au-delà, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'importe, c'est à la limite, c'est même pas les vues, c'est les compris appliqués. Et ça, je peux pas le savoir. Je m'en fous. En fait, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis pas dans une démarche prospective. Je vous dis, je fais avec mon cœur un buffet et chacun prend en fonction de son appétit et son métabolisme. À bon entendeur, salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si je suis en paix avec ça et que, ça évoluera beaucoup plus, pas la chaîne, on s'en fout de ça. Comment dire? La conscience, nous participons tous à la conscience et l'éveil de la conscience, qui est consciente de la conscience. Bon. Je pense que vous aurez bien saisi. Alors oui, on en reviendra sur la notion de la théorie du centième singe. C'est quoi en fait, pour la faire assez simple? La théorie de la centième singe, elle est controversée. Hein. C'est une étude qui a été menée pendant 8 ans, dans les années 50, avec des Japonais, des scientifiques, qui auraient constaté des singes qui mangeaient des patates douces, sauf qu'elles avaient toujours du sable, donc c'était un peu dégueulasse. Sauf qu'il y a un jour, un ou une, je ne sais plus, un singe ou une singe, sûrement une femme, une singe, et elle a l'idée lumineuse
que en la nettoyant, c'est un peu moins amer, il n'y a pas de sable, donc c'est un peu meilleur. Ok, et elle commence à enseigner à différentes tribus, sauf les vieux sages savants ne veulent pas entendre, ne veulent pas remettre en question leur tradition. Et sauf que, en fait, ça commence à, je dis n'importe quoi, mais si ils sont 100, on va dire 1000 dans la tribu, et que progressivement il y en a 1, 2, 3 qui commencent à s'y mettre, eh bien arrivé au 100e singe, ce fameux seuil, qui est même pas 10%, en général c'est plutôt racine carrée de 1%, donc vous voyez un peu le truc, sur une échelle de 8 milliards, je vous invite à calculer ce que ça fait. Ça fait pas grand chose, ça fait pas grand chose, je vous invite à calculer. Ça fait quelques milliers de personnes. Bref, eh bien en fait il y a un moment, ils atteignent un certain seuil, et le fait, c'est un petit peu comme si le seuil critique, c'est comme si vous mettiez une goutte de lait dans le café. Bien instantanément il est marron, c'est pareil. Donc en fait, le fait qu'il y ait eu un certain seuil, accédant à cette manière de faire, eh bien, dans la nuit même, l'intégralité de cette race de singes sur l'île a épousé cette nouvelle tradition. Et le pire dans l'histoire, ou le mieux, c'est que dans les îles avoisinantes de cette même race de singes, eh bien, eux, en n'ayant jamais eu de lien physique avec l'enseignement de cette nouvelle, eh bien ils ont adopté exactement la même chose. Alors pour vous la faire assez simple, c'est un petit peu comme si le matin vous vous levez et puis votre smartphone vous suggère une update, une mise à jour. Eh bien c'est ce principe. En fait, pourquoi c'est fascinant? Eh bien la théorie du 5e singe, c'est exactement ce que Rupert Sheldrake a appelé les champs morphiques. Les champs morphiques, on y viendra beaucoup plus longuement avec cette notion d'égrégore, pardon. C'est en fait le fait que plus on ira... En fait, actuellement, pourquoi beaucoup plus de gens s'éveillent? Parce que beaucoup plus de gens s'éveillent. Vous allez me dire, il est malin lui. Non, mais en fait, c'est parce que c'est plus facile de s'éveiller maintenant, parce que les énergies sont plus propices, et parce que beaucoup de gens sont en train de le faire. Donc, c'est plus favorable. Et donc, plus on va croire à des belles histoires, et plus on va les engrammer, plus on va les rendre tangibles dans la matière, etc., etc. Donc, d'où cette importance de ne pas être que dans l'attente du nouveau paradigme, c'est de le créer, de le vivre, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Je crois que je l'ai dit des dizaines de fois, mais bon, il faut toujours le réinsérer. Voilà, je vous invite à, si vous voulez approfondir la clé 17, c'est sur la résonance, c'est très important aussi, parce que n'essayons pas nécessairement de... Occupons-nous déjà de nous-mêmes, et c'est déjà beaucoup de boulot. Ça, c'était Gandhi qui disait, Rumi qui disait: quand j'étais jeune, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Je vous invite à travailler là-dessus parce que c'est vraiment ça le travail d'introspection. On a juste à s'occuper de nous-mêmes. Hein. C'est déjà pas mal le boulot. Hein. C'est vraiment cette notion de djihad, je vous l'ai dit plein de fois, c'est de lutter, entre guillemets, c'est même pas de lutter contre le mal en soi, c'est plutôt de le neutraliser, de l'embrasser, et comme la fameuse métaphore du chien, du loup que vous nourrissez ou pas. Hein. Donc, donnez-lui un petit nonos à rogner, il vous fait pas trop chier et peut plus s'exprimer la partie lumineuse en chacun de vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Pour bon nombre, il s'agit probablement des piqûres de rappel. Eh bien, c'est toujours bon de se rappeler à nous-mêmes, je pense, en espérant que tout ça vous aide à façonner la clé, enfin le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs morphiques, des champs du cœur, des champs de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!